Alors maintenant, on a une nouvelle masterclass avec Sarah Emtir. Et alors Sarah, elle a deux casquettes. Elle est astrophysicienne et pâtissière. Donc c'est assez incroyable parce qu'elle jongle entre les deux métiers. Donc on peut l'applaudir parce qu'elle a un parcours vraiment exceptionnel. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va parler de ton parcours, on va parler un petit peu du sucre dans la pâtisserie. Et surtout, on va faire une recette ensemble. Tout à fait. On va faire quoi comme recette ? Alors, on va faire une recette de cookies à index glycémique bas. Donc, on va utiliser farine alternative, sucre alternatif. Voilà. Eh ben, c'est parti, on va commencer tout de suite. Okay. Par quoi on commence cette recette ? Alors, comme pour toute recette de cookies, on va commencer par mélanger le beurre. Donc, il faut que votre beurre soit bien pommade, donc c'est-à-dire qu'il ait une texture assez fondante, et les sucres. Donc, ok, la caméra est là. Et donc pour les sucres, les sucres qu'on va utiliser, c'est du sucre de fleur de cocotier et du sucre d'écorce de bouleau qu'on appelle le xylitol. Alors d'abord, pour qu'on soit tous au même point, au même niveau, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est l'indice glycémique pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle ? Ok, alors l'indice glycémique d'un aliment, c'est sa capacité sa vitesse à laquelle il va faire monter le taux de glucose dans le sang. Il faut savoir que plus un aliment a un index glycémique qui est faible, moins le glucose circulera moins rapidement dans le sang et évitera des pics de glycémie. Ça peut impacter notre santé au quotidien. Tout à fait. Le fait de manger des aliments qui sont hyperglycémiants, derrière, ça peut entraîner des pathologies et des maladies cardiovasculaires. Quand je dis pathologie, ça va être un diabète de type 2, ça va être surpoids, obésité. Donc, il faut faire très attention au sucre qu'on utilise dans son alimentation au quotidien. Alors, le fait d'avoir des pics de glycémie, c'est totalement normal après avoir mangé. Ça prouve que le corps fonctionne correctement. Le pancréas qui libère une hormone qui s'appelle l'insuline. Donc, l'insuline nous permet de réguler justement cette glycémie dans le sang. Et donc, il est très important de faire attention à ce qu'on mange et de ne pas avoir constamment des pics de glycémie quand on consomme un aliment. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, c'est compliqué des fois quand on est fan de pâtisserie et qu'on mange souvent. Et justement, c'est un petit peu les petites astuces que vous allez nous donner tout au long de cette masterclass. Alors, on va revenir à la recette et puis on va avoir des explications tout au long de la recette. La première chose à faire, donc vous m'avez dit, vous avez du beurre, c'est quoi les quantités ? Alors, le beurre, j'ai pas les quantités sous les yeux, mais c'est quasiment la même quantité que le sucre qu'on va utiliser. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mélanger dans un saladier. D'ailleurs, il m'en faut un. Ils sont derrière. Ok. Donc vous pouvez bien évidemment faire la recette au robot, mais là moi je la fais à la main parce que c'est pas tout le monde qui a forcément un robot pâtissier à la maison. Donc on peut le faire à la main sans problème et avec les doigts, donc les mains toujours propres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre beurre pommade dans un grand saladier ou cul de poule, ce que vous avez à la maison. Et donc, du coup, là, on a le mélange des deux sucres. Donc, on a le sucre de fleur de cocotier. Est-ce que vous savez un petit peu ce qu'est le sucre de fleur de cocotier ? Par applaudissement, qui sait ? Personne ne sait ce que c'est. Alors, ce n'est pas le sucre qui est issu du coco, donc de la noix. Il est issu des fleurs du cocotier. Donc, on récupère ces fleurs et ensuite, on les distille et on en fait une espèce de mélasse qu'on cristallise par la suite et qui nous donne ce sucre qui a l'avantage d'avoir un index glycémique qui est assez bas. On parle d'index glycémique bas quand on est en dessous de 50. Donc pour le sucre de fleur de cocotier, on est aux alentours de 35-40, donc ce qui est assez intéressant. Et par rapport au sucre raffiné qu'on utilise ? Alors le sucre raffiné, on est sur un index glycémique de 70 à 80, ce qui est énorme. Vraiment énorme. Donc, la particularité du sucre de fleur de cocotier, c'est qu'il contient de la mélasse. Donc, c'est assez intéressant dans les préparations comme les cookies, comme les cakes, etc. Il va apporter beaucoup de moelleux. Là, le cookie qu'on va faire, ça va être un cookie un peu ce qu'on appelle un cookie dough. Donc, un cookie qui va être moelleux et croustillant à la fois. Voilà. Donc, et on utilise le xylitol. Donc il a un nom un peu chimique, mais c'est pas un sucre c'est pas un édulcorant ce qu'on appelle de synthèse. Donc le xylitol est un sucre qui est issu de l'écorce de bouleau. Donc vous connaissez tous le bouleau, qui est un arbre. Donc on récupère la sève et on en fait un sucre. Et sa particularité, c'est qu'il est très peu calorique. Donc il est aux alentours de 14 au niveau des calories, et son index glycémique qui est très faible, qui est aux alentours de 10.
Est-ce que c'est des sucres qu'on peut trouver facilement dans le commerce ? Alors tout à fait, c'est des sucres qu'on peut trouver très facilement dans le commerce. Donc le sucre de fleur de cocotier, maintenant on le trouve partout, que ce soit en grande surface ou en boutique bio. Je vous conseille quand même de le prendre en boutique bio parce qu'on a des tarifs qui sont beaucoup plus intéressants et on a une meilleure traçabilité sur le produit, on sait d'où il vient, ça c'est important. Et pour le xylitol, pareil, on le trouve en boutique bio également et on commence à le trouver en petits sachets, en petites boîtes également en grande surface. Oui. Non, allez-y, pardon. Et on peut trouver aussi facilement sur Internet. Le seul inconvénient avec ces sucres-là, c'est leurs tarifs. On est sur des tarifs qui sont un peu plus élevés. Voilà, donc surtout pour le xylitol, on est à un peu plus de 10 € le kilo. Donc c'est pour ça que moi, dans mes recettes, je ne le mets jamais à 100% parce que sinon on se retrouve avec des recettes qui sont très coûteuses. Je le mixe toujours avec un autre sucre à IG bas. Alors, il existe combien de sucres à IG bas ? Il y en a pas mal. Alors, on a le sucre de fleur de cocotier, on a le sirop de yacon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, le yacon, c'est une espèce de mélasse qui est issue d'une tubercule qu'on trouve en Amérique latine, qui ressemble un petit peu à une patate douce. Et donc, on crée une mélasse avec cette espèce de patate douce. Et c'est ce qui nous fait qu'on obtient un espèce de sirop qui a un goût assez caramélisé et qui contient très peu de fructose et qui a un index glycémique très très bas. Et vous partez d'une expérience personnelle pour faire cette thématique, votre spécialité. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire ? Alors moi, je suis tombée enceinte assez jeune. Donc j'étais étudiante, j'avais l'âge de 19 ans quand je suis tombée enceinte. Et donc j'ai fait le choix de continuer ainsi. Et j'étais très sportive à l'époque, j'étais basketteuse. Et j'avais pas de prépondérance au diabète. Et donc pendant ma grossesse, j'ai eu un diabète gestationnel. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Donc, par applaudissement, qui sait ? C'est mon terme, c'est comme ça que je sais. Voilà, donc le diabète gestationnel, en fait, c'est les hormones de grossesse qui freinent un petit peu la production d'insuline. Donc cette fameuse hormone qui permet justement de réguler la glycémie. Et donc j'ai fait ce diabète gestationnel. Bon, en général, dans 80% des cas, à l'accouchement, le diabète part, ce qui a été mon cas. Mais déjà, comme j'étais très friande de pâtisserie, forcément les envies de femme enceinte pendant ma grossesse, j'avais déjà commencé à mûrir cette idée de pâtisserie désucrée, raisonnée, avec des sucres alternatifs, sauf qu'à l'époque, on n'en trouvait pas forcément. C'était pas encore assez développé. Et donc, j'ai continué un petit peu à me former en pâtisserie, à prendre des cours chez Ferrandi, faire des masterclass, etc. Et c'est en 2015, une fois que j'ai obtenu mon doctorat, que j'ai décidé de me lancer dans la pâtisserie. Voilà. Donc, je me suis dit, allez, je vais déposer un dossier et voir si je suis acceptée. Donc j'ai été acceptée et ensuite il y a Ferrandi qui proposait justement cette formation en pâtisserie de santé de 3 jours et donc c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des alternatives hyper intéressantes et donc par la suite pour comprendre les pathologies et comment fonctionne réellement le corps face à tous ces sucres, toutes ces farines raffinées. Pendant à peu près 5 ans, je me suis formée avec des médecins diabétologues, endocrinologues, allergologues, diététiciens, etc. pour élaborer des recettes qui ont été par la suite testées sur des personnes diabétiques pour voir si elles avaient un réel impact sur leur glycémie. Et c'est quoi la difficulté quand on crée des nouvelles recettes, justement, en prenant en compte toutes ces contraintes, en fait ? Alors, la pâtisserie raisonnée, on va dire la pâtisserie index glycémique bas, il ne s'agit pas juste de modifier les sucres, il faut aussi totalement modifier les farines. Voilà. Donc on sait que la farine T80, la farine T55, T45 sont des farines qui sont quand même assez raffinées et qui ont un index glycémique qui est quand même assez conséquent. Donc il va falloir se pencher vers des farines un peu plus fibrées. Donc on commence à la T80, donc des farines complètes ou semi-complètes, qui vont avoir quand même assez d'éléments nutritifs qui sont assez intéressants, notamment des fibres. Et donc, on sait que les fibres sont très importants, notamment quand on mange des aliments qui sont assez hyperglycémiants. Justement, les fibres permettent de réguler cette glycémie et de contrebalancer pour éviter d'avoir trop de pics. Alors là, on avance sur la recette aussi en même temps. Du coup, vous avez mélangé donc le beurre et le sucre. Le beurre et le sucre. Voilà. Et à cette étape-là, une fois qu'on n'a plus de morceaux de beurre et que tout est bien incorporé, on va ajouter les œufs et on va continuer de mélanger.
Alors là, bon, c'est une petite quantité, on peut le faire, voilà. Bon, c'est mieux de le faire au batteur quand même, au robot. Alors, on a les quantités, du coup, c'est 226 grammes de beurre. Alors, on a 226 grammes de beurre, on a 200 grammes de sucre de fleur de coco. Alors, très important, pourquoi utiliser 2 sucres différents? Et d'ailleurs, vous le verrez dans toutes vos recettes de cookies, même dans les recettes de cookies classiques. On a toujours un sucre non raffiné, comme de la vergeoise ou de la cassonade. Et on a toujours du sucre blanc. Alors, la vergeoise, la cassonade, le sucre de fleur de coco, ce sont des sucres qui vont caraméliser et comme ils contiennent de la mélasse, vont permettre de pouvoir justement donner ce moelleux qu'on cherche dans les cookies pour avoir le cookie dough. Et du coup, on utilise aussi forcément un sucre qui est, on va dire, un peu raffiné. Bon, c'est pas le cas du xylitol justement, donc c'est sa particularité. Un sucre blanc qui lui va nous donner ce côté un peu caramélisé et également donner ce côté un peu croustillant. Et alors, on peut l'utiliser dans n'importe quelle pâtisserie ou pas? Alors, on peut l'utiliser dans n'importe quelle pâtisserie, sauf que, bon, y a des personnes qui vont aimer le sucre de coco, il y en a d'autres pour qui le goût va paraître un peu fort. C'est un goût qui est encore un peu plus prononcé que le muscovado ou le rapadura. On a vraiment des notes un peu de cannelle, de réglisse, de café. Moi, j'aime beaucoup ces notes-là, mais c'est vrai que dans certaines recettes, il faut faire attention parce que le goût du sucre peut prendre le dessus sur le reste. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Donc, alors là, une fois qu'on a bien mélangé le beurre, le sucre et les œufs, alors bien évidemment, on met toujours une pointe de fleur de sel, ça c'est très important. La fleur de sel, ça va apporter un petit peu du peps à tout ça. Donc là, on va rajouter notre farine petit à petit. Et donc là, j'ai fait le choix de prendre de la farine T110. Donc c'est une farine qui est très complète. Dans certains magasins bio, on l'appelle également farine de blé ancien. Donc, ce sont des farines qui ont été écrasées sur meule de pierre. Donc, elles gardent, déjà, elles ne sont pas raffinées. Et elles gardent quand même assez d'éléments nutritifs intéressants, tels que leurs fibres, qui sont, encore une fois, très importants, qui jouent un rôle assez important dans la régulation de la glycémie. Donc là, on rajoute la farine petit à petit. Voilà, exactement. Et on mélange avec une cuillère en bois. Oui, une cuillère. Ou si vous le faites au robot, vous le faites à la feuille. Voilà. Ou alors à la main. Encore plus intéressant, surtout si vous le faites avec vos enfants, ça permet d'avoir un petit moment convivial avec eux et puis de les faire participer. Vous faites aussi des créations sans gluten et sans lactose? Tout à fait. Donc en pâtisserie de santé, j'ai un peu élargi, on va dire, mes connaissances là-dessus. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 22 millions de personnes qui ont des maladies chroniques. Donc, quand je dis maladies chroniques, c'est le diabète, c'est les intolérances, c'est le SOPK, c'est toutes ces maladies-là, malheureusement, qui sont un peu paralysantes parfois parce que il faut trouver justement des alternatives qui sont adaptées à ces pathologies-là et ne pas aggraver certains symptômes. Par exemple, pour les maladies chroniques comme l'intolérance au gluten, au lactose, il faut faire attention à utiliser justement des farines qui ne contiennent pas de gluten, des beurres comme des margarines, mais avec une composition assez clean. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de trouver des margarines sans huile hydrogénée, etc. Donc, il faut vraiment regarder toutes vos étiquettes quand vous achetez en magasin. Et donc, le but, c'est justement de pouvoir réaliser ces pâtisseries qui seraient adaptées à toutes ces personnes qui ont des maladies chroniques. Je donne aussi beaucoup de cours de pâtisserie sur Paris, justement pour qu'il y ait, à titre préventif vraiment, et pour que ces personnes-là puissent réaliser elles-mêmes leur pâtisserie à la maison. Parce que d'une manière générale, il y a quand même toute une éducation à faire finalement. Exactement, autour de tout à cette fait. thématique. Surtout pour les passionnés de pâtisserie, parce que on réfléchit pas trop des fois quand on en mange plusieurs. Il y a toute une éducation à faire, ça c'est vrai. Il y a toute une éducation à faire dans le sens où souvent on pense que c'est un effet de mode, ce qui n'est pas le cas. Les produits qu'on trouve déjà transformés en grande surface, comme les gâteaux déjà faits, etc. Alors là, je peux vous dire que c'est purement marketing, mais on peut réaliser des choses fabuleuses avec toutes ces alternatives-là. Et il faut s'adapter justement à toutes ces personnes qui ont ces maladies chroniques, de se dire que ce n'est pas forcément un effet de mode. Quelle est la solution justement pour ces personnes qui ont ces pathologies-là, comment les aider et comment faire en sorte à ce qu'elles n'aient pas de soucis par la suite après avoir ingéré certains ingrédients.
Mais même sans maladie chronique, on et peut même juste, sans maladie chronique, tout à fait. diminuer notre consommation de oui, sucre. Tout à fait, ouais. Il faut savoir que concernant les farines, avant, dans le blé, on n'avait que 4 chromosomes. Je rentre un peu dans la chimie. Aujourd'hui, on a tellement produit le blé de manière industrielle, justement pour satisfaire l'industrie agroalimentaire, que dans le blé, maintenant, on a plus de 50 chromosomes. Donc, c'est des blés qui sont très modifiés. Donc pas forcément sain pour la santé. Et donc là, aujourd'hui, on commence un petit peu à retourner vers les farines de blé ancien, les farines comme le petit épeautre, qui est une farine, qui est ma farine chouchou, que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup en pâtisserie. Sa particularité au petit épeautre, et surtout petit épeautre intégral, c'est qu'elle contient moins de 7% de gluten. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui ont certaines maladies chroniques. Alors je dirais pas pour les personnes allergiques, mais pour certaines personnes qui sont intolérantes, elle est assez facilement assimilable. Elle est bourrée en protéines végétales et elle a un index glycémique qui est aux alentours de 35. Donc c'est vraiment une farine qu'on peut utiliser au quotidien dans toutes ses préparations. Alors si je résume, on a le sucre, on a la farine. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qu'on peut modifier pour diminuer notre sucre, enfin notre IG du coup Notre IG, oui, tout à fait. Alors par exemple les fruits qu'on va utiliser aussi. Il faut savoir que les fruits, pour ceux qui contiennent des fibres, si on les mixe, si on les coupe, ils perdent jusqu'à 50%, voire 60% de leurs fibres. On peut aussi utiliser des fruits qui sont à IG bas, comme les fruits rouges, qui ont un index glycémique qui est très très bas, et d'ailleurs qu'on utilise beaucoup dans l'alimentation keto. On peut utiliser la figue aussi, qui est très intéressante. Et il y a aussi la manière dont on va cuire ces aliments. Il faut savoir que plus on les cuit, et plus l'index glycémique ou la charge glycémique de votre plat va augmenter. Donc si on diminue un peu le temps de cuisson ou si on baisse un petit peu le temps de cuisson de ces préparations, faire par exemple une cuisson à basse température mais un peu plus lente, on peut réduire quand même de 20 à 30% la charge glycémique de sa pâtisserie ou de son plat. Donc même la cuisson, ça joue La cuisson joue énormément aussi sur la glycémie, ouais, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des techniques en particulier dans la pâtisserie que vous avez dû adapter justement pour diminuer encore cette IG ? Alors tout à fait, oui, ça a été un travail de recherche derrière. Donc forcément, quand on se lance dans ça, il ne faut pas se lancer à l'aveuglette. C'est pour ça que j'ai décidé de m'entourer de personnes du corps médical, justement, pour comprendre comment fonctionne chacun de ces ingrédients. Il y a aussi le dosage qui est important. Il faut savoir que dans les sucres à IG bas, alors il y en a qui ont un avantage et un inconvénient. Par exemple, le sirop d'agave, il ne faut pas trop l'utiliser. Il me manque juste les pépites de chocolat. Ouais. Le sirop d'agave, c'est un sucre qui est intéressant, mais qu'on ne va pas utiliser à 100% dans ses pâtisseries. Alors, même si c'est un sucre qui est issu d'un cactus qu'on trouve d'une plante, qu'on trouve en Amérique latine, c'est assez intéressant. Donc, ça reste un sucre qui est naturel, d'accord, qui a un IG qui est bas, ok, pas de souci, qui est très peu calorique. En revanche, le problème avec ce type de sucre, c'est qu'ils contiennent énormément de fructose. Donc, le fructose, est-ce que vous savez ce que c'est ? Par applaudissement, toujours. Ok. Donc le fructose, c'est le sucre qu'on trouve dans certaines plantes, dans certains fruits ou autres. Et le problème avec le fructose, c'est qu'il est métabolisé uniquement par le foie. Et donc le fait de consommer trop de fructose peut augmenter les triglycérides dans le corps. Donc les triglycérides, ça va être les lipides, les graisses qui vont se former sur des zones assez précises du corps. Et donc derrière, forcément, si on a ces triglycérides qui sont élevés, ça diminue fortement la production d'insuline et derrière augmenter justement les maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, diabète de type 1, etc. Enfin, non pas diabète de type 1, mais diabète de type 2 et diabète gestationnel. Alors là, si je résume, quels fruits vous conseillez justement pour des personnes qui veulent réduire leur IG et leur consommation de sucre ? Alors, les fruits rouges surtout, qui ont un IG très très bas, les agrumes très intéressants. On peut aussi consommer de la mangue sans problème, des fruits de la passion, alors qui auront un IG beaucoup plus haut. Mais il faut savoir que l'index glycémique est intéressant, mais ce qui va être le plus impactant dans une pâtisserie ou dans un plat qu'on va manger, c'est la charge glycémique. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors la charge glycémique, concrètement, ça va être... on va dire, je vais vulgariser, ça va être tous les glucides qu'on va avoir dans son plat. Donc comment on fait pour savoir ça ? Comment on fait ? Alors, il y a un calcul à faire. Il y a un calcul à faire. Il faut calculer à chaque fois. Et même pour connaître l'index glycémique de toutes vos pâtisseries, enfin de tous vos ingrédients, il faut aller sur Internet et vous avez des tableaux qui sont accessibles à tous avec l'index glycémique de chacun de vos ingrédients. Et donc, pour calculer la charge glycémique, il va falloir prendre les glucides de chacun de ces éléments et on va devoir les multiplier avec l'index glycémique de chacun de ces ingrédients
et les diviser ensuite par 100. Et là, on obtient la charge glycémique de votre gâteau. Et ensuite, on divise par le nombre de parts pour savoir de combien est la charge glycémique de votre pâtisserie ou de votre plat. Et là, on a perdu la moitié de la salle. Mais Voilà. c'est super intéressant parce que en fait, ça vaut le coup de savoir quand on fait des... Alors j'imagine que là où il y a encore des amateurs ou professionnels de pâtisserie par applaudissement qui font des gâteaux régulièrement. Ah, il y en a moins que ce matin. Si, ça va. J'imagine qu'on on pense pas forcément à ça quand on n'est pas spécialisé dans ça. Est-ce qu'il y a une petite astuce, une petite technique, un petit truc où on se dit ça, faut absolument pas le faire ou ça, faut le faire en pâtisserie? Alors, en pâtisserie, Géba, souvent on pense que les glucides, faut pas confondre glucides et sucre. D'accord. On pense que la pâtisserie Géba, c'est une pâtisserie qui est fortement désucrée ou sans sucre, ce qui n'est pas du tout le cas, vous avez vu, on utilise des sucres. Donc c'est assez intéressant. Les glucides sont importants, dans le sens où c'est un carburant, on en a besoin. Okay, si on n'a pas de glucides, on ne vit pas, en gros. Voilà. Donc c'est important, et il faut utiliser les bons glucides. D'accord. Donc il y a des glucides qui sont moins intéressants et il y en a qui sont beaucoup plus intéressants. Et les bons glucides, ça va être ce qu'on va trouver justement dans ces fruits qui sont à IGBA, ça va être justement ces sucres alternatifs, ces farines alternatives. Et donc les astuces, c'est surtout de regarder derrière vos paquets. Il y a marqué glucides et il y a marqué don sucre. D'accord. Donc ce qui va surtout nous intéresser, c'est le don sucre sur vos paquets. Et si vous êtes, on va dire, au-dessus de 30, là vous êtes sûr qu'on est sur un truc hyper glycémiant. Voilà. Donc ça, c'est une des astuces, c'est vraiment regarder tous les paquets de vos aliments, de ce que vous achetez, et regarder la case don sucre. Et c'est ce qui va être, on va dire, le plus impactant. On a les glucides, donc les glucides, ça va être ça va être les fibres, ça va être également, on a intégré la matière grasse dedans, mais la case don sucre, ça va être vraiment le truc concret qui va nous permettre de savoir quel est le taux de sucre dans l'ingrédient que vous achetez. Merci pour ces informations Avec qui sont utiles, je pense, pour tout le monde, même si on n'a pas de maladie en particulier. Alors, pour revenir à notre recette, on a mis le beurre pommade, le sucre, vous avez ajouté la farine, et ensuite vous avez rajouté un œuf. Alors, 2 œufs. 2 œufs. Voilà, et ensuite on met les pépites de chocolat. Et ensuite vous avez ajouté les pépites de chocolat. Tout à fait. Vous avez fait la main. Voilà, exactement, tout à fait à la petite cuillère. Alors, les pépites de chocolat, c'est très important de prendre minimum 70% de cacao. Il faut savoir que le chocolat noir est naturellement IGBA, mais à partir de 70-75% de cacao dedans. Donc, alors, il y a des chocolats IGBA, on peut en trouver, notamment en boutique bio. On trouve sous la marque Dardenne, je ne sais pas si je peux le dire. Ouais, ok. Donc sous la marque Dardenne, c'est des tablettes de chocolat qui sont à base de sirop d'agave ou de sucre de coco dedans, qui existent en chocolat au lait ou chocolat noir. Donc certaines personnes n'aiment pas forcément le chocolat noir, mais on peut trouver justement ce chocolat au lait sans sucre raffiné dedans, qu'on peut ajouter dans ces préparations sans problème. Voilà. Super. Et c'est quoi la prochaine étape ensuite ? Et la prochaine étape, alors l'idéal c'est de prendre, moi je vais prendre 2 cuillères, voilà, je vais faire comme à la maison en fait. Le but c'est de s'adapter un petit peu au public qu'on a, ou de prendre une cuillère à glace, vous voyez les grosses cuillères à glace, et du coup on va faire des quenelles ou des boules et on va les mettre sur notre plaque. L'idéal, c'est de passer un petit peu sa plaque au frais pour justement que ça va éviter qu'en cuisson, les cookies s'étalent trop. D'accord, donc ils vont s'étaler mais de manière homogène et uniforme si on passe la plaque un petit peu au frais juste avant la cuisson. Et les cookies, on les met au congélateur ou pas avant la cuisson ? On peut les mettre au congélateur sans problème, mais frigo c'est largement suffisant. Une petite demi-heure au frigo, c'est très très bien. Okay, donc ça, c'est le geste technique à savoir avant de les positionner sur une plaque. Alors je vais vous ramener une petite plaque. Après les avoir positionnés sur une plaque, on les passe un petit peu au frigo. Oui. Voilà. Oui, là, pardon. Excusez-moi, désolée. Hop là. Donc là, on va voir la caméra, vous allez voir comment on les dispose du coup. Alors là, je fais des petites boules. Alors vous allez voir qu'elles ne sont pas forcément uniformes, mais le fait de passer justement ces petites boules au frigo avant cuisson une bonne demi-heure, on va avoir des cookies uniformes. D'ailleurs, je pense qu'on va passer avec les cookies qu'on a fait juste avant en dégustation, et vous allez voir qu'ils ont tous à peu près la même taille. Et donc, ils vont s'étaler, mais gentiment, sans trop s'étaler. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir justement ce fameux cookie dough croustillant et moelleux à la fois. Est-ce que le fait de changer tous ces ingrédients pour avoir un IG bas, ça change la texture des gâteaux ? Par exemple, si on fait un entremets, des éclairs, une pâte à choux, toutes ces choses-là, est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Alors, pas du tout, justement. C'est ce qui est formidable, c'est que le sucre de coco, il a la même granulométrie
que justement le muscovado, ou la cassonade, ou bien la vergeoise. Pareil pour le xylitol. Je ne sais pas si on a le paquet là. Bon, je vous l'aurais montré, mais on dirait il a l'aspect du sucre blanc. Et même en termes de granulométrie, il est pareil que le sucre blanc. Donc ça ne change pas les textures. En revanche, pour le xylitol, si on le passe en cuisson, il faut faire un peu attention parce que son pouvoir sucrant augmente de 30%. Voilà. À la cuisson. À la cuisson. Donc le xylitol, on ne l'utilise pas si on veut remplacer, par exemple, on a une recette avec du sucre blanc et on se dit, tiens, je vais mettre du xylitol. Il va falloir diminuer de 30% si la préparation passe en cuisson. Il va falloir diminuer de 30% la quantité du xylitol. C'est intéressant ça. Qui savait que la cuisson changeait justement un IG au niveau du sucre? Par applaudissement. La personne. Moi aussi, je l'apprends, je le découvre et c'est super intéressant. Ouais, donc même vos pâtes, quand vous faites cuire vos pâtes à la maison, mieux vaut ne pas pousser trop la cuisson. Le fait de les faire al dente ou un petit peu moins qu'al dente va justement éviter d'avoir une glycémie trop élevée. Quel conseil vous donneriez à ceux qui veulent se lancer sans forcément que ça devienne trop contraignant, c'est-à-dire regarder tout le temps tous les paquets, toutes les étiquettes, etc. Après, qu'est-ce qu'on peut faire simplement? Oui, après, regarder tout le temps les paquets, je ne vous conseille pas de le faire forcément à chaque fois. Mais si on débute dans ça et qu'on veut se faire un petit peu une idée de ce qu'on consomme, pourquoi pas. Mais après, il ne faut pas que ça devienne une obsession non plus. Il faut se rappeler que le maître mot, même si on parle de pâtisserie de santé et préventive, ça reste gourmandise. Ça, c'est important. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah, mais je veux absolument créer une pâtisserie light » ou une pâtisserie vraiment keto ou autre. Il faut que ça reste quand même assez gourmand. Regardez la preuve, on utilise du bon beurre, on utilise du chocolat. Dans certaines recettes, on utilise toujours la bonne crème à 30%. Le but n'est pas de réaliser une pâtisserie light, mais de réaliser une pâtisserie plus saine. Parce que c'est ça l'objectif, c'est de concilier à la fois gourmandise et gâteau sain. Tout à fait, ne serait-ce que pour les enfants aussi, quand on leur prépare les goûters. Si on peut éviter, mais après, je sais ce que c'est quand on n'a pas le temps, quand on travaille, si on peut éviter de leur donner justement tous ces gâteaux qu'on trouve en grande surface, qui sont bourrés de glucose. Le glucose, il faut faire très attention, surtout pour les enfants qui sont en pleine croissance. Ça peut avoir un impact sur certaines cellules du cerveau. Donc, il faut faire très, très attention à ça. En fait, on va dire que c'est vraiment... je ne sais pas si je peux dire d'utilité publique, mais c'est vraiment des habitudes à avoir, à intégrer dans son quotidien. Essayer de modifier un petit peu tout ce qu'on a dans nos placards, essayer de se pencher sur ces alternatives-là. Même pour vous, même si vous n'avez pas de problème de santé, c'est très important. Quand on sait l'impact que peut avoir le sucre dans notre organisme, on sait que le sucre est aussi addictif que de la cocaïne. Et le sucre appelle le sucre. Donc plus on consomme de sucre et plus on a envie de sucre. Donc il faut faire très attention à ça. Alors là, vous avez mis donc les cookies sur la plaque. Ouais. Vous avez notre feuille. C'est quoi la cuisson? Alors la cuisson, c'est 190 degrés. Quand ils sont petits comme ça, c'est à peu près 9 minutes. Voilà, 9 minutes à 190 degrés. Alors quand ils vont sortir du four, vous allez voir qu'ils vont être encore ultra moelleux. On va penser qu'ils ne sont pas cuits, mais pas du tout. Il faut savoir qu'une fois qu'ils sortent du four, ils continuent avec la chaleur, ils continuent un petit peu de cuire. Donc on les laisse un peu refroidir sur la plaque. Et là, à ce moment-là, on peut rajouter, dès qu'ils sortent du four, on ajoute tout de suite les pépites de chocolat, justement pour avoir encore plus de gourmandise. Et une fois qu'ils sont tièdes, on peut intégrer le praliné dedans. Alors, je vois qu'il y en a qui prennent des notes de la recette. Je vais juste refaire un petit récap sur les quantités. Donc, on avait 226 g de beurre avec 200 g de sucre de coco, 50 g de xylitol. Ensuite, on a ajouté 317 g de farine et... 327 g de farine, 2 œufs. Et une cuillère à café, j'ai vu, de bicarbonate, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça ajoute quoi? Alors le bicarbonate, il a un pouvoir levant en fait, donc c'est ce qui va aussi faire lever un petit peu nos cookies. Et le bicarbonate, je l'aime beaucoup parce qu'il n'a pas d'additif dedans, donc j'utilise beaucoup dans les recettes de cookies ou de cakes. Alors on nous a ramené le paquet du coup de xylitol, ça ressemble à ça. Tout à fait. Et puis après c'est du sucre très blanc. Tout à fait, c'est un sucre très blanc. On peut montrer à la caméra. Donc il est
Après, il y a différentes textures, tout dépend de la marque que vous prenez. Mais vous voyez, il a vraiment l'aspect du sucre blanc, même au niveau de la granulométrie. Il y en a qui sont un petit peu plus fins quand même. Donc voilà. Donc c'est un ingrédient qui est assez intéressant. Après, c'est ce qu'on appelle aussi un sucre polyol. Est-ce que vous savez ce que c'est que les polyols? Expliquez-nous. Alors les polyols, ce sont des alcools de sucre. Donc ce sont des sucres qui sont pas... On les crée à partir d'alcool de végétaux ou autres, ce qui est le cas du xylitol. Alors, faire très attention, on a aussi le maltitol. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Voilà. Le maltitol, on peut le trouver dans certains chewing-gums ou certaines préparations à base de menthe. Pareil pour l'érythritol. Donc ça, ce sont des sucres qui sont issus de l'amidon de maïs ou autres. Alors, il faut faire assez attention avec ces sucres-là parce que, bon, même s'ils ne sont pas cariogènes, vous savez ce que ça veut dire cariogène? Donc, ils ne donnent pas de carie comme le sucre blanc ou le sucre, le muscovado ou la cassonade, etc. Ils peuvent avoir un effet laxatif parce qu'ils fermentent un petit peu dans l'estomac. Donc après, bon, c'est si on en consomme une grosse quantité. Par contre, le maltitol, vous l'oubliez parce il peut avoir vraiment un effet laxatif pour les personnes qui ont peut-être des troubles intestinaux ou des maladies comme le côlon irritable ou autre. Donc plutôt se pencher vers l'érythritol ou justement le xylitol. L'érythritol, il a un petit peu un goût mentholé qui peut gêner en cuisson. Qui libère un goût un petit peu mentholé, mais il peut être intéressant si on le mixe par exemple avec un sucre de coco, le sucre de coco prendra le dessus justement sur ce goût un petit peu mentholé. Est-ce que vous trouvez que globalement dans le monde de la pâtisserie, cette thématique est assez prise en compte ou pas? Alors, ça commence parce qu'on commence vraiment à s'y intéresser. Il y a eu des pionniers dans ça, des pionnières, ça a été des femmes les premières à apporter justement ce concept de pâtisserie Géba en France. Donc on a eu les Belles Envies sur Paris, je ne sais pas si vous connaissez. Ils sont situés où? Belles Envies, c'est une pâtisserie justement qui propose du Géba pour diabétiques, qui se trouve Place Monge, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Donc elle, ça a été une des premières à proposer justement ce concept de pâtisserie Géba. On a eu aussi Frédéric Beau, donc de chez... qui a bossé pour Valrhona, qui a aussi créé ce concept de pâtisserie raisonnée. Et donc, c'est amené à se développer parce qu'au fil des temps, on se rend compte que les maladies chroniques augmentent ici dans notre pays en France. Et donc, il va falloir s'adapter justement à toutes ces personnes qui ont des pathologies et trouver les alternatives pour pas qu'elles se sentent frustrées de ne pas manger une bonne pâtisserie gourmande comme tout le monde, en fait. Alors, si on poursuit notre recette, vous avez donc terminé de les disposer sur cette plaque. Tout à fait. Vous avez fait un praliné. Alors, le praliné, oui, tout à fait. C'est un praliné de quoi? Alors, c'est un praliné avec des amandes et des noisettes. Et dedans, il y a un peu de sirop d'agave. Donc, j'ai fait caraméliser le sirop d'agave avec les noisettes et les amandes dans une casserole. Donc, comme si on réalisait un praliné assez classique. Donc, vous connaissez un petit peu. Vous savez comment on réalise un petit peu un praliné? Par applaudissement, du coup, qui a déjà fait des pralinés? Ça va, on a des experts. Ouais, alors le praliné, on va faire torréfier des fruits secs pour n'importe quel praliné au four. Et ensuite, ces fruits secs, on va les faire caraméliser avec un mélange de sucre. Alors, il faut savoir que dans une recette de praliné assez classique qu'on trouve dans tous les livres de pâtisserie, la quantité de sucre, elle est quand même assez énorme. C'est moitié de sucre pour la quantité de fruits secs. Je vous donne un exemple. Si on a 500 g de fruits secs, c'est 250 g de sucre. En bouche, ça brûle. Moi, ça me brûle tout de suite. Dès que je mange, je sens tout de suite le sucre avant de sentir le fruit sec. Donc, ce qu'on peut faire, si vous ne voulez pas forcément faire un praliné IGEBA, vous pouvez diminuer de 40% la quantité de sucre. Donc, par exemple, au lieu de mettre 250 g de sucre, on va partir pour 500 g de fruits secs, on va partir sur 170 g de sucre. Donc déjà, ça diminue fortement et on aura plus la saveur du fruit plutôt que du sucre dans ces préparations. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais caraméliser dans une casserole avec du sirop d'agave, avec un tout petit peu de sirop d'agave. Mais vraiment très légèrement, parce que le sirop d'agave a un pouvoir sucrant qui est décuplé comparé au sucre, le sucre qu'on utilise tous les jours. Donc, on le fait caraméliser avec ses fruits secs dans une casserole. Une fois qu'on voit que le sirop d'agave s'est un peu évaporé et qu'il a bien enrobé tous les fruits secs, on va l'étaler sur une plaque et on va le laisser caraméliser tranquillement à température ambiante. Donc en général, il caramélise au bout de 20 minutes. Voilà. Donc vous allez voir que vous allez le craquer, ça va vous faire comme un peu les chouchous. Vous savez, les chouchous, même à manger comme ça, c'est hyper intéressant. Et donc là, on met tout dans son mixeur. En revanche, il vous faudra un bon mixeur, ça c'est important. Parce qu'on sait que le fait de fabriquer des pralinés, ça peut vite faire chauffer le robot. Donc on le met dans un mixeur et on obtient ce magnifique praliné.
Après, tout va dépendre de la granulométrie que vous voulez. Si vous voulez un praliné un peu épais comme ça, où on sent encore le grain du fruit sec en bouche, on mixe pas trop. Et si on veut quelque chose d'un peu plus liquide, là, on rajoute un tout petit peu d'huile de pépin de raisin, qui est une huile neutre, voilà, qu'on utilise beaucoup en pâtisserie. Et à la fin, mais toujours à la fin, parce qu'il ne faut pas la mixer, on ajoute cette petite pointe de fleur de sel qui va nous apporter justement ce peps dans le praliné. Et ça ne change pas le goût? Alors non, ça ne change pas le goût. On reste sur un praliné quand même qui est beaucoup plus gourmand et je trouve qui est beaucoup plus savoureux. On sent vraiment les caractéristiques du fruit sec et c'est ce qui est assez intéressant. Ouais. Et alors là, pour les cookies, vous le mettez où, le praliné? Alors le praliné, on le met à la fin, une fois que nos cookies ont cuit. Et qu'on a rajouté nos petites pépites de chocolat dessus. Une fois que c'est tiède, et ben là, on met des petites pointes de praliné à la poche ou à la cuillère comme vous voulez. Et donc après, on obtient un cookie qui est hyper gourmand. Voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser, hein, vu que c'est du IG bas. Et je ne sais pas si ils ont eu une petite dégustation ou pas encore. On va la faire tout de suite. Voilà. Donc vous allez goûter et vous allez voir que forcément, on ne sent pas vraiment la différence entre un cookie classique, hein, où on a utilisé farine T45 ou T55 ou sucre assez conventionnel. Donc voilà. Alors du coup, c'est l'heure de la dégustation. C'est vrai que j'ai oublié de les prendre en photo. Elle va le faire prendre. Alors vous voyez que sur la plaque, ils ne sont pas forcément jolis, là, ils ne sont pas forcément homogènes, mais le fait de les passer au frais justement un petit peu avant, de les refaçonner un petit peu avec la paume des mains, ils vont tous avoir une taille uniforme comme ce que vous voyez là, et ça va éviter de trop les étaler. C'est bon, mesdames? Hein. C'est vrai? Permet, hein. Ouais. En fait, c'est sucré. Oui, on sent le sucre, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, ça reste très, très gourmand. Alors bon, là, on les a préparés il y a à peu près 40 minutes. Mais forcément, l'idéal, le cookie, c'est de le manger dès qu'il sort du four, toujours tiède. Ce que vous pouvez faire, c'est préparer vos petites boules en avance, les congeler. Moi, c'est ce que je fais pour ma fille, pour ma famille qui vient à la maison ou même pour mes commandes de pâtisserie. Je prépare vraiment des grosses quantités en avance. Je fais mes boules en avance et je sors la quantité dont j'ai besoin. Et ensuite, je les passe au four. Et là, j'ai vraiment tout le temps des cookies frais et tièdes à la sortie du four. Ouais. Ils sont excellents. Enfin, je sais pas, ceux qui ont goûté, là, vraiment... Ils sont délicieux parce qu'on sent vraiment la gourmandise. Ils sont sucrés. Oh, la dame qui me fait le pouce. C'est exactement ça. En fait, ils sont à la fois moelleux, croustillants. Moi, je pense qu'on a tous l'impression et l'image en tête du gâteau indice glycémique bas, pas sucré. Et tout à fait. Et en fait, c'est pas ça. Ouais, tout à fait. C'est exactement les retours que j'ai, un petit peu sur Instagram. Quand on m'envoie des messages, on me dit mais du coup, ça doit être fade, ça doit pas être goûteux, ça doit être un peu triste. Mais pas du tout. Vous voyez bien que on a réussi à réaliser des cookies on a le goûté et honnêtement, fabuleux. Ils sont vraiment excellents. Ouais. Parce qu'ils sont vraiment gourmands, moelleux, sucrés. On sent le sucre et en même temps, on prend soin de notre santé. En fait, et oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Sarah? Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou des conseils ou une remarque. Oui, madame, juste devant. Ah, il y a une dame aussi là-bas. Là et là-bas. Attendez, on va vous donner un micro pour que tout le monde vous entende. Je sais pas si on a un deuxième plat comme ça, on peut en faire encore. Je pense, hein, ouais. L'idéal, ça aurait été de les passer un peu au frais. Bonjour, merci pour cette recette. Et j'avais une question par rapport à ces techniques de quenelle en fait pour préparer ces petites boules de pâte à cookies. Est-ce que ça permet du coup de pas utiliser d'emporte-pièce pour avoir cette forme assez identique entre chaque ou c'est juste Alors l'emporte-pièce, on l'utilise toujours à la fin, jamais au début. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les vidéos quand on prépare des cookies. Alors là, les formes sont un peu petites, mais forcément, vous pouvez les faire un peu plus grands si vous voulez des cookies de taille un peu plus grande. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, c'est une fois, mais tout de suite, dès que votre cookie sort du four, de prendre justement l'emporte-pièce et de faire ce mouvement, cette espèce de mouvement qui va donner justement ce cookie uniforme. Mais ça, on le fait quand le cookie sort du four, tout de suite quand il sort du four. Voilà. Ça, c'est la petite technique pour avoir des cookies de même taille, surtout quand ils sont grands en tout cas. Il y a une dame là-bas. Bonjour, Sarah. On voit que vous avez utilisé du beurre pommade. Oui. Il y en a beaucoup en fait qui le font revenir à la casserole avant et qui utilisent plutôt du beurre noisette. Oui. Je voulais savoir quel est l'intérêt, si vraiment, parce que je vois que vous n'utilisez pas du tout cette méthode-là. Oui. Alors le beurre noisette, ça permet de donner un petit goût supplémentaire au cookie.
Alors, le beurre noisette, ce qui est intéressant avec le beurre noisette, par exemple, c'est que, vous voyez, quand vous faites fondre votre beurre dans une casserole, il y a une petite mousse qui se forme au-dessus. Et cette petite mousse, c'est justement, c'est tout le lactose qu'on ne digère pas. Donc, si on veut réaliser, par exemple, un beurre sans lactose, ça peut être intéressant de faire un beurre noisette. Alors, il y en a qui vont utiliser du beurre noisette, c'est tout à fait possible, mais moi, je ne le fais pas parce que je trouve que la texture peut altérer, surtout dans cette recette-là, parce qu'on a diminué quand même, j'ai fortement diminué le sucre par rapport à une recette de cookies classique. Okay, et donc, le problème, c'est que si j'utilise du beurre noisette, je vais avoir une texture qui va être, mais pas du tout possible à travailler. Ouais. Une dernière question, 2 dernières questions. Oula, il y en a plein maintenant. Je ne sais pas qui, madame qui est là, elle a levé la main en première. Merci pour votre recette. J'avais une question sur le xylitol. Oui. Vous nous le conseillez fortement. Pour autant, je sais qu'il a certaines problématiques, notamment au niveau des animaux. Je sais qu'il peut être mortel s'il est ingéré par des chiens. D'accord. Alors, je pense toujours, parce que je m'étais intéressée à ça et je me suis dit, un accident est quand même vite arrivé, une ouverture de placard, un cookie qui traîne sur la table. Je pense qu'il est important de le noter quand même, parce qu'il semblerait que même une toute petite quantité peut être fatale en 24 heures. Alors ça, je ne le savais pas. Voyez, donc sur l'impact sur les animaux, je ne savais pas spécifiquement. Après, je ne vous conseille pas de l'utiliser non plus à 100% dans vos préparations. Vous voyez là, j'ai utilisé une grosse quantité de sucre de fleur de cocotier et une quantité infime de xylitol. Donc sur l'humain, il n'a aucun impact, mis à part consommer à grosse quantité. Quand je dis grosse quantité, c'est plus de 50 grammes par jour, ce qui est énorme. Il peut avoir un petit peu cet effet laxatif. Pour les personnes qui ont des problèmes, qui ont un peu des problèmes digestifs. En revanche, pour l'humain, au contraire, il est préventif. On sait que les cellules cancéreuses, par exemple, se nourrissent de sucre. Dans le xylitol, on n'aura pas ce problème-là, ni dans le sucre de fleur de cocotier. En revanche, sur les animaux, il faudrait que je regarde si ça peut avoir réellement un impact sur les animaux. Ouais. Bon. Mais c'est bien de nous le signaler, ouais. Merci. On a le temps pour une autre question ? 2 questions ? Ok. Alors, y a eu madame là-bas et madame ici. Allez. Moi, je voulais savoir si vous aviez un livre de recettes. Alors non, pas encore, j'aimerais bien, mais en revanche, il y a un e-book. Je suis dessus actuellement. Je vais créer un e-book de goûter sain pour enfants. Okay. Pour adultes aussi. Le livre, j'aimerais bien, mais il faut trouver un éditeur, etc. Donc ça, c'est un peu plus complexe. Mais franchement, ce serait quelque chose, c'est un projet qui me plairait beaucoup. Ouais. Où est-ce qu'on peut retrouver vos recettes ? Alors les recettes, je les publie pas forcément sur les réseaux, j'en partage quelques-unes. Mais moi, mon activité principale, surtout, c'est de donner des cours. Voilà. Donc, les recettes, on peut les trouver lors de mes cours. Masterclass. Alors, j'essaye vraiment de faire des cours adaptés à tous. Donc, j'ai des cours petit format de 2 heures, 3 heures. Il y a les formations un peu plus poussées, un peu plus complexes, où là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Sur le calcul de la charge glycémique, etc. Ça, c'est des formations de minimum 2 jours. Je fais aussi des formations privées, adaptées pour les professionnels qui souhaitent un peu développer une gamme pour justement leur restaurant ou leur coffee shop ou autre. Vous savez tout maintenant. Dernière question avec madame. Bonjour. Bonjour. J'étais pas là en fait au début de votre intervention sur les cookies. Au niveau du xylitol, quel est l'intérêt en fait d'en rajouter ? Et deuxième question en fait parallèle, est-ce qu'on peut ne pas le mettre dans la recette ? Alors, vous pouvez ne pas le mettre dans la recette. Alors, le xylitol, pourquoi c'est important de l'ajouter dans la recette ? Parce que dans toute recette de cookies classique, on a 2 sucres. On a et le sucre blanc et la vergeoise. Donc, la vergeoise qui est humide, qui contient un peu de mélasse dedans. Donc, c'est ce qui va nous apporter ce moelleux dans les cookies. Important de le mettre avec forcément un sucre blanc. Quand je dis sucre blanc dans toutes les recettes, donc qui est le sucre blanc issu de la betterave sucrière, justement pour apporter ce côté caramélisation et croustillant à la fois. Vous pouvez, si vous voulez, mettre à 100% le sucre de fleur de cocotier, mais le problème, c'est le goût. Il va avoir un goût assez prononcé et du coup, vous n'allez pas forcément avoir le cookie, le côté croustillant du cookie, étant donné que le sucre de fleur de coco est un sucre qui est quand même vachement humide par rapport à sa contenance en mélasse dedans. Et donc, ça va être une question de texture. Voilà. Merci Sarah pour tous ces conseils. Vraiment, c'était super intéressant. Et on peut l'applaudir. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup.